Comme vous l'avez deviné si vous avez lu le titre et vu la miniature, vous êtes sur le premier épisode de notre analyse qui commence au début de notre périple, dans la verdoyante région du Gouffre d'Os. Après la lecture d'un poème écrit par un certain Romino, dont on reparlera bien plus tard, la cinématique d'intro que tout le monde connaît se lance. Hornet est enfermé dans une cage qui est escortée par des insectes voilés. Le convoi passe par de nombreux endroits jusqu'à arriver à un pont. Il le traverse, un papillon blanc se pose alors sur la cage. Un seau se brise et le pont craque. Hornet tombe, toujours enfermé dans sa cage. Heureusement pour elle comme pour nous, ce n'est pas la fin du jeu. Et c'est même le début de l'acte 1. Sauf que nous n'allons pas le considérer comme ça. Après tout, nous sommes ici pour explorer le lore, pas pour faire un let's play. Enfin, je crois. Bref, nous nous réveillons mal en point à côté de notre prison qui a été bien endommagée par la chute et arrivons dans la grotte verdoyante. Une zone, comment dire, moussue et humide, avec quelques ossements par-ci par-là et une fosse qui la traverse. Voilà qui résume bien la zone. Mais quelle est sa faune et sa flore? J'ai l'impression que les deux sont parfois difficiles à distinguer. On trouve d'abord les vers verdoyants. Des insectes rampants dont la fourrure se camoufle parfaitement avec la mousse alentour. Puis on se confronte aux mouchetons verdoyants. Des insectes volants et mous, sûrement des vers qui ont grandi et qui se sont métamorphosés dans leur cocon. Je ne sais pas et je préfère ne pas savoir. En tout cas, Hornet soulève un point intéressant. Il n'y a pas de prédateurs dans la zone. Bizarre. De toute façon, on arrive dans un secteur plus rocailleux menant à l'entrée du Tisni d'Atla, dont on reparlera lui aussi un tout petit peu plus tard. Dans cette zone plus terne, on rencontre un carapton, un ennemi osseux que j'ai trouvé un peu chiant pour un début de jeu. Après, je l'envie. Il a une bonne capacité de déplacement. Pour terminer la faune de la zone, le Maurok est tout simplement la version plus grande du carapton. On peut en trouver un en train de dormir dans une salle secrète au début du jeu. La fameuse. Bon, laissons-le là où il est et dirigeons-nous vers cet endroit bloqué par des lianes. Oh, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? La voilà la fleur de l'endroit. Une baie verdissante. Ok, ça nous sera peut-être utile plus tard. Ça a l'air d'être toxique par contre. Bref, entrons dans cette ancienne chapelle faite d'ossements, je suppose, au vu de la constitution du banc. Tiens, encore des lianes? Je me demande où sommes... Ah, je comprends mieux pourquoi il n'y a pas de prédateurs dans les environs. La mère forestière veille sur les petits. Et elle les envoie sur vous. Ça me fait penser à certains ennemis dans un autre royaume. Bref, après cet épique combat, nous voilà dans le cœur de la chapelle. On laisse pour l'instant de côté cette porte étrange et on monte. On laisse aussi de côté la sympathique servante de la chapelle et on se dirige vers la civilisation. Si on peut décrire ainsi le petit village de Gouffre d'Os. On croise les cadavres de nos gardiens, puis on arrive dans un village de pèlerins plutôt préservé du danger, marquant le début d'un long périple. Les pèlerins n'ont pas à se plaindre. Ils ont accès à un banc, à une gare, à un marchand et même à un mur à souhait, qui est en cours de construction. Si on continue, on se retrouve dans une zone rocailleuse d'où émane une certaine chaleur. Retournons plutôt sur nos pas. Asseyons-nous sur le banc qui n'est pas occupé, jetons un coup d'œil à la statue de pèlerin dans le fond. Vous ne le savez pas, mais c'est peut-être un détail important, et après s'être convaincu qu'on ne pouvait pas en tirer de l'or pour l'instant, apprenons-en plus sur ces très chers habitants. Mode omniscience activé. Tout d'abord, la pèlerine craintive, à laquelle on peut parler dans la gare.
Elle nous dit qu'elle préfère s'isoler du monde extérieur par simple peur. Et je la comprends. Malheureusement pour elle, ce n'est pas le meilleur endroit où se cacher. Surtout avec Hornet qui rôde dans les parages. Si elle prend peur, par quelque moyen que ce soit, elle décide de se remettre en question et de commencer son pèlerinage. Et on peut voir où ceci l'amènera. Snobons ce petit pèlerin et allons voir Peb, notre marchande préférée. On n'a pas le choix de toute façon. Elle nous vend des choses fort intéressantes, dont cet outil dont je suis surpris qu'elle se sépare, vu sa radinerie. Après tout, il permet d'attirer les perles à soie. En tout cas, après s'être reconstitué un stock de chapelets suffisant, c'est-à-dire après qu'on lui a acheté tout son stock, Peb décide de partir elle aussi. Elle se fera contrôler par l'ombre soie, et sa mort compensera une faible partie de nos achats. Au suivant. Flic le réparateur, un personnage un peu imbu de lui-même certes, mais serviable et sympathique malgré tout. Il réparera de nombreuses choses que l'on cassera par la suite, mais on le remercie quand même chaleureusement pour son mur à souhait. Il se comporte un peu comme le papa du groupe et je pense que c'est lui qui, justement, affichera la plupart des souhaits sur son mur. Mais qui n'ai-je pas encore présenté? Je me le demande. Et moi. Oh, un petit pèlerin. Son nom c'est Pilby, et c'est le parfait exemple de l'effort de détail chez Team Cherry, car il a un grand nombre d'interactions avec le joueur, et que son destin changera du tout au tout, selon nos actions. Mais concentre-nous sur ce qui se passe à proximité. Il y a d'abord deux principales possibilités. Soit Pilby part après que l'on ait suffisamment avancé dans le jeu, et ne vous inquiétez pas, il va bien, on le retrouvera plus tard, soit il reste et meurt lorsque le crâne tyran revient à Gouffre d'Os pour se venger de nous. Ne vous inquiétez pas, je vous raconterai ça aussi. Pilby reçoit alors des funérailles anonymes ou non, selon si vous avez appris à le connaître ou non. Il est alors jeté dans la fosse des grottes verdoyantes par le pèlerin solennel qui apparaît spécialement pour l'occasion. Le reste des aventures de Pilby, plus tard, je crois que vous commencez à avoir l'habitude. Il nous reste deux personnages à présenter, mais je ne le ferai pas. Ils ne sont pas intéressants et un des deux est fortement désagréable. Quittons ce triste village et dirigeons-nous vers les hauteurs grâce à cet ascenseur. Il n'était pas là quand je suis arrivé. Quoi qu'il en soit, direction Verdoison. Un camp de pèlerins en ruine construit autour d'une tour funéraire tisserande. Le camp est occupé par des pèlerins, bien sûr. Bonjour. Ouais, ils ne sont pas très accueillants. Je vous présente ces pèlerins rendus fous par l'ombre soie. Il y a le pèlerin bondisseur qui vous saute dessus, le pèlerin suppliant qui vous rampe dessus, et le pèlerin moussu. Celui-ci est spécifique à la zone et sert en quelque sorte de maison pour la mousse qui s'est développée dans son corps. Oui, c'est dégoûtant. Le dernier ennemi qu'on trouve ici est l'Acnide, un moucheron herbivore et inoffensif rendu fou par l'ombre soie. Il nous attaque donc sans raison apparente. Bon, que peut-on faire à Verdoison? Pas grand-chose. Ah si, quand même. Il y a cet écriteau. Ce qu'elles sont sympas, ces tisserandes. Mais c'est horrible! Bref, il y a aussi la tour funéraire renfermant ce cadavre de tisserande. Il nous suffit de nous lier avec lui pour débloquer la compétence lance-soyeuse qui nous permet de nous débarrasser de tout ce fil qui mène à... Quelle est cette lumière verte? Super, un banc. Et un druide de mousse. Pas grand chose à en dire. Il est fou et... Ah si, il est accro aux baies verdissantes et vous récompensera si vous lui en donnez. Ainsi, il pourra vous donner des chapelets, mais aussi un outil de sa confection, qui permettra de regagner de la soie quand vous vous prenez des coups. Et encore mieux, cet outil pourra être amélioré et devenir encore plus efficace si vous lui ramenez assez de baies. Elles sont toutes montrées sur cette carte si ça vous intéresse. Bon, quittons ce hippie moussu et dirigeons-nous vers le gouffre. Oh, un hôte de nos geôliers et une relique. Un commandement de la chorale qui est littéralement un avis de recherche sur Hornet. Un petit manuel du débutant pour attraper un être quasi divin. Par contre, fait intéressant, Alonest s'appelle Royaume du Wyrm Blanc, ce qui signifie quand même que les habitants de Farloom en connaissent plus sur le passé d'Alonest que la plupart des habitants d'Alonest. Mais laissons ça de côté et remontons un peu vers le haut du gouffre, pour sauver Type, le coursier en pleine livraison dont nous reparlerons bien plus tard. Bref, après cette montée, descendons...
Ici, on trouve quelques maisons suspendues et l'activation d'un ascenseur bien utile qui est relié, et grâce à nous, relie toujours Verdoison au village du Gouffre d'Os. De l'autre côté, il y a une autre relique, une effigie de Tisserand cette fois-ci. Celle de Camora, la Tisserand de la guérison. Peut-être celle dont on trouve la sépulture au sommet de Verdoison. Une prière est gravée dessus demandant force et courage pour le pèlerinage vers la citadelle. En espérant qu'ils l'ont atteinte, on continue à droite en survolant dangereusement le village du Gouffre d'Os, jusqu'à cette salle où en tapant ce mur on peut trouver un fragment de bobine de fil. Waouh, on applaudit. À quel moment est-ce que j'ai transformé la vidéo en guide 100% Silksong? Ça doit être parce qu'on n'a plus rien à faire à Verdoison, je suppose. Alors on descend par des voies peu conventionnelles et on se dirige vers la chapelle. Enfin, j'ai dit vers la chapelle. La chapelle! Bon, bah j'ai pas le choix, je crois, donc on va aller à l'ossuaire à la place? Ça n'a pas l'air de vous réjouir tant que ça. Pourtant, on peut obtenir l'emblème du vagabond comme ça. Ah, j'en étais sûr. L'ossuaire, situé derrière l'ancienne chapelle, est un amas d'ossements. On peut y retrouver de nouveaux pèlerins, ou plutôt cadavres de pèlerins, contrôlés par l'ombre soie. Il y a le pèlerin Cornelule, qui se crache sur vous, le gros pèlerin qui vous roule dessus, le pèlerin ancien qui essaye de vous écraser, le pèlerin ailé qui fonce sur vous, et enfin le guide des pèlerins qui essaye de vous terrasser avec sa massue cloche. Ce dernier était, comme son nom l'indique, le chef d'un groupe de pèlerins durant l'ascension vers la citadelle. Ils ouvraient la marche pour les autres. C'était de sacrés goûts quand même. Au milieu de cette espèce de cimetière, la chapelle du vagabond. Un édifice dont le mur porteur est une colonne vertébrale. Je n'ai rien à en dire de plus. L'ossuaire est une zone sinistre et morbide. Ce sont les deux seuls adjectifs qui me viennent à l'esprit. Et on n'a pas terminé. Il reste cet espace. Et si vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas cet endroit dans votre partie, c'est qu'il n'est disponible qu'en mode âme d'acier. Après une quête spécifique à ce mode de mort, on se retrouve dans cette pièce. On y rencontre Soula, qui ressemble énormément au prêtre Gigi. On en reparlera là où commence la quête. Lorsqu'on arrive, il appelle son sauveur. La salvation invoquée. Une masse informe de néant, de vide et de masques. Le boss n'est pas difficile, mais il est morbide, à l'image de toute la zone. Après l'avoir vaincu, Sula s'enfuit, et cet endroit ne sert alors plus à rien. Je crois qu'on a fait le tour de la zone, il n'y a rien d'autre à dire. Bon, d'accord, on va parler de l'ancienne chapelle. Transition. Acte 3. On voit juste rapidement les différences entre l'acte 1-2 et l'acte 3, et ensuite, promis, on parle du lore de l'ancienne chapelle. On va faire vite, ne vous en faites pas. Dans la grotte verdoyante, on peut voir que le Maorok, qui était endormi, est sorti de sa tanière et qu'une mer forestière a été possédée par le vide. Le village du Gouffre d'Os a été détruit, enseveli sous des décombres. Ne vous inquiétez pas, les habitants vont bien, pour la plupart. Et il y a des mouchardons en train de fouiller les ruines pour dénicher quelques perles pour leur maître. On verra plus tard. Ta gueule, ferme ta putain de gueule. Alright, à Verdoison, nous pouvons croiser Garmon et Zaza, et dans l'ossuaire, on pourra trouver un pèlerin cupide qui nous attaque avec des chapelets, ainsi qu'un cocon de plasmonium qui nous permet de gagner un peu de sang de vie. J'espère que ça aura été suffisamment rapide pour vous, alors cette fois-ci dirigeons-nous, pour de bon, vers l'ancienne chapelle. La première fois que l'on arrive dans la chapelle, mis à part la mer forestière et l'apparition du premier individu civilisé, il ne se passe pas grand-chose. On y rencontre la servante de la chapelle, un bon premier PNJ. Elle respire la sagesse et la bienveillance, mais elle a déjà l'air d'être importante pour le jeu et est assez bien renseignée sur l'histoire de Farloon. Elle est aussi très en retrait de la société de Gouffre d'Os et n'a d'ailleurs pas de prétention à commencer un pèlerinage. Au contraire même, et malgré son isolement, elle a l'air d'être la gardienne de la plaine de Gouffre d'Os. Après tout, elle nous réprimande un peu lorsqu'on ouvre la porte menant à l'antre. Bref, elle ne porte pas la citadelle dans son cœur et elle nous donne l'âme de la jeune fille lors de la quête Soi et âme. Cette quête nous mène à l'acte 3 et c'est à ce moment-là que la chapelle devient enfin un lieu utile. Un accès s'ouvre et permet d'accéder à cette pièce. On y retrouve bien sûr la servante de la chapelle, mais aussi son frère, le surintendant, et son oncle, l'ermite des cloches, tous des chamans escargots. Le sanctuaire se prolonge un peu et donne accès à des coquilles d'escargots vides, sûrement les carapaces de leurs défunts compagnons. Ici on peut récupérer l'emblème du chaman qui nous permet d'utiliser plus de sorts en même temps dans le jeu. Je ne l'ai jamais utilisé.
Pour moi, cette chapelle est un ancien lieu de culte chamanique. Les escargots entretiennent une relation privilégiée avec les âmes, ainsi qu'avec le néant. Ils ont l'air d'en être constitués, au vu de leur apparence, et de nombreuses coquilles se retrouvent aussi dans les abysses. J'ai une théorie que je considère solide sur le sujet, et nous en reparlerons avec la zone des abysses. Mais revenons à nos chamans. Après nous avoir aidés à piéger la mère supérieure Soi, ils se réfugient ici car ils ont foiré leur coup. C'est un peu à cause de Lace aussi, mais elle nous sauve donc ça va. Se sentant plus ou moins coupables, les chamans nous guideront dans une quête pour sauver le royaume de Farloum du vide qu'ils ont eux-mêmes utilisé. Ils nous montreront l'étendue de leur savoir sur l'histoire de Farloum, ainsi que l'existence des cœurs, et nous apprendront l'élégie des profondeurs pour les récupérer chez leurs détenteurs. En gros, ils créent un problème, mais ils nous aident à le résoudre. Mais bon, ils donneront leur vie pour sauver Farloum, et donc au final, ce sont quand même de sacrés goats. Après tout, c'est par la puissance des cœurs, leur connaissance dans les sorts et leur mort, qu'ils nous permettront de pénétrer dans le souvenir rouge et de ramener la flore éternelle. D'ailleurs, parlons de ce souvenir et de cette fleur. Je ne vois pas quand le faire autre que maintenant. Grâce au rituel des chamans escargots, nous entrons en quelque sorte dans un état de transe et atterrissons littéralement dans le souvenir rouge. On suit alors les souvenirs d'Ornette lorsqu'elle est toute petite. So cute. On voit qu'elle est tiraillée entre son côté Tisserand et son côté Wyrm. Elle revoit ses trois mères, sa mère biologique, Eralabeth, qui lui conseille de s'éloigner des Tisserand pour suivre sa propre voie, sa mère de cœur, la reine Vespa, qui lui donne son nom et qui l'entraîne au combat, et finalement sa mère adoptive, la reine d'Alonest, qui lui confie la flore éternelle ainsi que l'avenir du monde, avant que nous soyons réexpédiés dans le réel. Apparemment, il n'y a pas de salle secrète ou quoi que ce soit d'autre dans le souvenir rouge. Cependant, sa construction n'en reste pas moins étrange. En plus des conversations tirées de son passé, Ornette parcourt des environnements qu'elle a connus. Ainsi, Niprofond avait l'air tout de même un peu moins désolé et replié sur lui-même que maintenant. La ruche accueillait peut-être plus facilement en son sein les étrangers, et le palais blanc était encore la demeure de la Dame Blanche. Nous pouvons y croiser des ombres lisses, des créatures insectoïdes, entre âme et néant, créées par le roi pâle, le père de Ornette, et le roi d'Alonest qu'elle traite au passage de fou. Une fois la fleur récupérée, le souvenir s'estompe, et nous nous réveillons. Les chamans escargots sont morts pour sauver Farloum, seule leur carapace remplie d'âme gise encore sur le sol, et leur corps, que je considère comme étant du vide, s'est évaporé. Nous n'avons plus rien à faire ici, et avons maintenant la flore éternelle pour sauver le royaume. Cette fleur est matérialisée grâce au pouvoir de création de soi de Ornette, ce qui explique que, à l'inverse de la fleur délicate dans Hollow Knight, elle ne se brise pas au moindre coup que l'on reçoit. Bon, il me semble que nous n'avons rien de plus à faire dans cette zone, mis à part trouver Monsieur Champignon à 2 reprises, mais vous avez compris la rengaine, on en reparlera plus tard. J'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi si vous avez des conseils pour améliorer les prochaines, proposez vos propres théories et sermonnez-moi si vous avez vu une erreur de ma part. En tout cas, je vous dis à la prochaine, et ne vous abonnez pas, ça n'en vaut pas la peine.